Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Mathieu Tache et je fais partie de l'équipe technique chez Arista France. Ça fait à peu près 9 ans que je gravite autour de l'automatisation du réseau. Je n'ai pas toujours été chez Arista. Et donc c'est à mon tour de vous conter une brève histoire autour des drifts, sur le terme des drifts. Donc, vous allez avoir le point de vue du constructeur réseau. Ça va être peut-être un peu plus bas dans les couches et un peu plus bref aussi. Donc, je vais vous parler donc du coup de réconciliation d'un réseau brownfield dans un projet réseau. Aujourd'hui, en 2025, en tout cas, ce qu'on peut voir quand on est constructeur, dans une grande majorité des cas, dans le déploiement d'un nouveau réseau, il y a également une partie qui est prise en compte pour automatiser le réseau. Lors de donc du déploiement d'un nouveau réseau, de la mise en place de la configuration, on va généralement vouloir automatiser la configuration parce que c'est plus rapide, notamment pour la partie service. Et donc, ce que je vais vous parler, c'est pas de ça du tout aujourd'hui, c'est plutôt sur la partie brownfield, un réseau existant sur lequel on introduit l'automatisation. Généralement, des gros réseaux, des réseaux qui peuvent pas être migrés. Donc, je prends l'exemple d'une fabrique de data center. On va en créer une nouvelle à côté, on va l'automatiser, puis on va migrer. On va en profiter pour automatiser généralement. On peut faire ça aussi sur le campus. Peut-être sur des gros réseaux SP, le réseau sera rafraîchi par bloc, par bout, et donc on n'aura jamais l'occasion de faire cette opération-là. Donc, on va prendre le réseau existant et puis on va commencer notre travail de développeur. On va définir les services que rend le réseau. Et on va donc commencer par, peut-être ce que vous connaissez tous, définir un modèle de service, qu'il soit dans les box ou ailleurs. Je suis pas en train de parler de solution. On va à ce moment-là utiliser un schema quelconque. Yang est vachement à la mode dans la communauté réseau. On va définir un modèle de service, donc je sais pas, un L2VPN par exemple, pointe à point, pointe multipoint, qui a des QoS bronze, gold, silver, les VLAN qui sont de bout en bout sur les PE. On va définir un modèle sans valeur à ce niveau-là, puis ensuite on va créer une logique de service. C'est là où on va commencer à coder un petit peu, prendre le langage qu'on veut, la plateforme que l'on souhaite, un peu de templétisation généralement aussi. Et on va arriver à une configuration réseau à pousser sur le réseau, généralement structurée. Donc, c'est la forme qui prend la forme d'un fichier XML, JSON ou YAML par équipement. Soit on le pousse directement sur l'équipement via une API qui existe, qui est standardisée ou pas. Soit on passe par une autre phase de templating pour générer de la CLI et ensuite le pousser sur l'équipement réseau via les moyens possibles que le supporte l'équipement réseau. On est content, on a fini notre travail de développeur. Maintenant, on souhaite instancier ces services que l'on vient de définir. Et on se tourne vers l'équipe opération, réseau, et on leur demande où sont les données pour instancier ces services. Et ils nous expliquent que, voilà, vous pouvez regarder dans la configuration actuelle du réseau, ce PE a 300 000 lignes de configuration, il y en a 20, bon courage. Et donc, on doit retrouver dans cette configuration-là, les données que l'on va donner à manger à notre processus d'automatisation. Ça marche aussi avec, j'ai 42 fichiers Excel qui sont plus ou moins à jour, je suis pas trop sûr de ce qu'il y a dedans. En général, la configuration du réseau, c'est ce que les opérations du réseau ont confiance, parce que c'est en place, ça marche, personne se plaint. Et c'est vrai, finalement, la fameuse source de vérité, qui est un terme qui a émergé ces dernières années, elle est souvent dans le réseau quand on commence. Et on doit la déplacer. On va revoir notre processus et on va faire ce qu'on appelle de la réconciliation. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, avant d'aller faire de la réconciliation, on va essayer de structurer ce réseau parce que si on a de la chance, l'équipement il a une configuration structurée sur laquelle on peut travailler programmatiquement. Et si on n'a pas de chance, il faut parser une grosse string appelée CLI, que les humains comprennent, mais que les programmes n'aiment pas du tout. Et une fois qu'on a fait ce travail, on va regarder cette configuration-là, ces fameuses 300 000 lignes de configuration fois n, et on va en dériver les valeurs à donner à manger à notre modèle de service. Des fois, on va également pouvoir aller chercher des informations, peut-être dans un IPAM, peut-être dans une CMDB, peu importe. Et ensuite, on va
repousser du coup ces données que l'on vient de récupérer. Et on en arrive à notre fameux sujet, les drifts. Lorsque l'on fait cette opération-là, bah, on va potentiellement avoir des drifts. En fait, tout ça pour dire quoi? C'est que je vais reprendre là finalement un certain nombre de points qui étaient dits dans les deux dernières interventions. Il n'y a pas de logique générique pour écrire ce code que je viens de mentionner. Il n'y a pas de, voilà, de recette de la potion magique, en tout cas elle est bien cachée. Ça dépend de chaque réseau, ça dépend de chaque organisation. Là, je parle vraiment très technique, mais il y a plein de sujets organisationnels qui sont complexes, je pense, sur lesquels je ne suis pas compétent pour discuter. Et donc, on va, en fonction du cas d'usage, finalement, créer un code. Ce code va être jetable, c'est-à-dire que l'on souhaite, dans la mesure du possible, que la phase de réconciliation soit temporaire et que par la suite, les opérations utilisent notre système d'automatisation que l'on a mis tant de temps et d'amour à créer. Donc ce code va être jetable, donc on n'a pas envie non plus d'y passer des heures et des années à développer ça. Donc on va avoir un code très simple, on va parser toutes les sous-interfaces, par exemple d'un PE, on va essayer de chercher un pattern, si on ne le trouve pas, c'est pas grave. Et donc le but, c'est d'automatiser avec du code la réconciliation de la plus grande partie de la configuration du réseau. Donc il faut un scale suffisant. Finalement, si on a 10 équipements avec 100 lignes de conf par équipement, bah, il vaut mieux le faire à la main, hein, honnêtement. Euh, et on aura toujours des exceptions, potentiellement, effectivement, manuelles. Et on en arrive à ce qu'a dit aussi Constantin, c'est que la disruptivité, elle est uniquement théorique. On pourrait se dire intuitivement que comme on va chercher l'information sur le réseau et qu'on vient instancier ces services que l'on a créés, bah, on n'a pas de drift, c'est faux. On va venir en fait pousser une configuration que l'on a définie dans un service. Par exemple, il y a des choses relativement simples comme des descriptions. On peut changer les descriptions sur les interfaces sans impact sur le réseau. Mais il va arriver, généralement, quand on fait cette opération-là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de configurations sur le réseau qui étaient là, mais qui n'étaient pas correctes et qu'on ne s'en est pas rendu compte. Je prends l'exemple, par exemple, de la QoS sur un VPN de WAN. Bah, on pourrait très bien avoir un client qui a son service qui fonctionne, il se plaint pas, mais la QoS n'était pas bonne, donc en fait, il faut la changer. Et ça, on le voit en faisant cette opération-là. Et finalement, tous les comportements ne peuvent pas être testés en lab. Donc on va avoir du coup une incertitude voilà, sur faire tomber éventuellement la prod. Donc bah, là, c'est la méthode classique qui s'applique, hein, faire des fenêtres de maintenance, tester le réseau, surtout avant et après. On a la chance de pouvoir automatiser la configuration. On est capable aussi d'automatiser le test pour chacun des services que l'on a automatisé. Donc, tester le réseau avant, évidemment. On peut pousser les drifts en fenêtre de maintenance et puis ensuite on peut le tester par la suite. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour moi.